1950, a réalisé un film sur Paul Claudel. Le voici dans sa totalité. Eh bien, Paul Claudel, vous revenez de Rome, où vous avez reçu la plus haute consécration que poète catholique eût pu rêver de recevoir. Ce moment vraiment capital de votre vie, nous pouvons le considérer comme le moment suprême. Et de ce point très élevé, je voudrais vous demander si vous accepteriez de jeter un long coup d'œil en arrière et d'évoquer d'abord cet enfant de Villeneuve-sur-Fer que vous fûtes. Je suis né à l'ombre du clocher de Villeneuve, dans une vieille maison qui servait et qui sert encore aujourd'hui de presbytère. Puis nous intégrâmes la petite maison construite par mon grand-oncle, curé du village, qui depuis a servi et sert encore de résidence à des personnes de notre famille. À côté, dans le cimetière et tout contre l'église, dorment, en attendant le jour de la résurrection, 4 générations de mes morts. C'est au son des cloches et à la mélopée des vêpres que j'ai puisé le sens de cette prosodie empruntée au psaume qui exaspère tellement les tenants de notre bel alexandrin. Je me revois à la plus haute fourche du vieil arbre dans le vent, enfant balancé parmi les pommes. De là, comme un dieu sur sa tige, spectateur du théâtre du monde, dans une profonde considération, j'étudie le relief et la conformation de la terre, la disposition des pentes et des plans. L'œil fixe comme un corbeau, je dévisage la campagne déployée sous mon perchoir. Rien n'est perdu pour moi. La direction des fumées, la qualité de l'ombre et de la lumière, l'avancement des travaux agricoles, cette voiture qui bouge sur le chemin, les coups de feu des chasseurs. Il y avait aussi les explorations personnelles que je dirigeais du côté de l'horizon, car Villeneuve, bâtie sur une espèce de promontoire, jouit de 4 horizons, tous aussi peuplés pour moi, aussi riches de suggestions et de légendes que ceux de l'Edda. L'horizon du nord est le commencement de cette plaine qui s'en va indéfiniment vers la mer, couverte alternativement de labour et de moissons, et que peuple sans village au beau nom, Cramail, le grand rosebois, Violaine, Cœur,
De ce côté m'appelaient les grandes cathédrales invisibles, Laon, Reims, Soissons. Au premier plan, les vieilles fermes de Combernon et de Bellefontaine. Plus loin, la butte de Géhin, de Bruyères et de Sable Blanc avec ses roches fantastiques. Et puis, la vallée de l'Ourcq, la trouée vers Paris, vers le monde, vers la mer, vers l'avenir. Ce que je me rappelle surtout, mon sentiment le plus ancien, c'était le mécontentement de tout ce qui m'entourait. Je crois que c'est là une disposition excellente quand on veut faire de l'art ou de la littérature. Cet enfant mécontent. Mais de quoi était-il mécontent? Probablement un enfant plus ou moins consciemment vit déjà dans l'avenir. Il est certain qu'entre les possibilités virtuelles qu'il sentait en lui et les très médiocres possibilités actuelles qui s'y trouvaient, il y avait un sentiment de contraste et de... Voulez-vous dire que cet enfant se sentait déjà un solitaire? C'est très difficile. Je crois que c'est assez... le mot que vous employez est assez juste, en effet. Un solitaire et un sauvage? C'est ça, oui. Ainsi qu'il se peindra lui-même oui, dans votre fameux Tête d'or. Oui, et il en est toujours resté quelque chose, bien que l'âge est un peu adouci et assagi. Assagi? Oh, je n'en suis pas si sûr. Mais enfin, occupons-nous de l'enfant et de l'adolescent, voulez-vous? Dès mon entrée au lycée Louis-le-Grand, j'avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la vie de Jésus de Renan fournit de nouveaux prétextes à ce changement de conviction que tout d'ailleurs autour de moi facilitait ou encourageait. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis quelques mois après, d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. J'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe, puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins au verbe. C'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. C'est à ce moment que j'écrivis les premières versions de mes drames, Tête d'or et La vie. Cet adolescent sauvage qui avait reçu la grâce en 1886, le 25 décembre, à Notre-Dame, et qui avait rencontré Rimbaud dans son œuvre, et qui avait écrit Tête d'or, a eu à se confronter et à lutter contre la ville, contre cette énorme ville de Paris. C'est bien cette ville qu'au fond vous avez représentée comme idéalement dans votre drame, la ville. Oui, oui, c'est bien ça. Eh bien, ce sauvage me paraît avoir été chargé de dynamite, car la ville est un drame terriblement révolutionnaire. Inconsciemment. Inconsciemment révolutionnaire, mais vous pensiez, ou du moins celui qui écrivait la ville, et les personnages qui parlent dans la ville, et particulièrement cet avare qui est pris par la passion de l'absolu, prétendait reconstruire le monde. Je n'irai pas jusque-là, mais il prétendait surtout se débarrasser d'une ambiance qui lui paraissait irrespirable. Il avait besoin de grand air. D'où l'appel du voyage, de l'aventure et du pèlerinage. C'est à ce moment-là
tout ça, ce sont peut-être de bien grands mots pour exprimer surtout un besoin de liberté, un besoin de grand air, un besoin de respirer l'air du monde, n'est-ce pas? Un besoin de respirer l'air du monde, mais aussi un besoin de poser le pied partout dans le monde, car cet acte de prise de possession physique, en même temps que cet acte de prise de possession par le langage, c'est tout vous-même. Bref, comment liez-vous l'appel de la carrière diplomatique et ce besoin de partir et d'aller toujours? Et il me semble que c'est tout naturel. Du moment où je voulais partir, les possibilités matérielles qui s'offraient à moi étaient celles de la filière habituelle. Je ne voulais à aucun prix recommencer l'expérience de Rimbaud qui me semblait tenter avec des moyens insuffisants, avec des moyens beaucoup trop faibles. Je voulais aller probablement beaucoup plus loin que Rimbaud et pour ça, il me fallait une période préparatoire beaucoup plus longue. Une période préparatoire beaucoup plus longue et peut-être y avait-il aussi en vous quelqu'un qui avait besoin de prendre ses précautions. Peut-être, oui. Il y a ce côté bourgeois qui est chez moi que je ne conteste pas, qui est incontestable. Oui, ce compagnon de Tête d'Or qui est comme son ombre et qui est l'anti-Tête d'Or, en somme. Celui qui le retient toujours. Enfin, malgré tout, il y a ce côté paysan, raisonnable chez moi. Il y a ce besoin d'aventure, mais il y avait aussi ce besoin, comme je vous dis, de préparer l'aventure. Et si on veut aller loin, eh ben, qui veut aller loin ménage sa monture, suivant le proverbe, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en 1893, vous vous êtes trouvé aux États-Unis et que vous avez composé ce ballet qu'est l'Échange. C'est ça, ce quatuor, si vous voulez. Ce quatuor. Ouais. Et ces personnages de l'Échange, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Eh ben, je peux dire que ce personnage de l'Échange est quadruple. En réalité, chacun des 4 personnages de l'Échange représente un des aspects de ma personnalité virtuelle. Je suis à la fois Laine, je suis à la fois Marthe, je suis Léchiel Bernon et je suis Thomas Pollock. Oui, ce personnage de Thomas Pollock, que nous avons, du moins nous sommes nombreux à l'avoir vu, comme une caricature vraie, mais d'autant plus cruelle de l'homme d'affaires américain. Mais je vous ai entendu prendre sa défense avec une passion qui m'a touché. Oui, c'est certain que je viens de vous le dire qu'il y a des côtés en moi. Ce côté de prendre la vie au sérieux, de penser qu'il y a quelque chose à tirer de toutes les situations, eh bien, c'est assez mon point de vue. Je ne suis pas un pessimiste, je prends intérêt à l'existence et je crois qu'il y a quelque chose, en effet, à tirer de toutes les positions où la providence ou le destin nous a conduits. Mais ce qui paraît assez singulier, et peut-être plus que singulier, absolument unique, c'est cette alliance en vous de ce qu'on pourrait appeler le côté fonctionnaire, ce respect qui n'est pas simplement dicté par la religion, ce respect du devoir d'État qui est pris avec tout le sérieux et toute la gravité nécessaire, et puis en même temps ce côté aventureux et disons presque ce côté farfelu, n'est-ce pas? Et les deux personnages réussissent néanmoins à cohabiter. C'est vraiment un grand mystère de la personnalité humaine que vous représentez là. Ben oui, enfin, c'est comme ça. Il est certain que je n'ai jamais aimé la bohème, ni en somme, disons, le côté où on s'expose à des échecs. J'avais des choses très importantes à réaliser et il me fallait en somme une certaine prise sur moi-même et ne pas m'abandonner à l'aventure, enfin dans le mauvais sens du mot. Oui. J'avais besoin de calcul. Mais pourtant, intérieurement, vous étiez toujours en pleine aventure, c'est-à-dire en pleine solitude. Le sort, d'un point à un autre, me promène sans aucune espèce d'égard ou de transition. Il faut que je m'arrange comme je peux de ce Brésil qui se juxtapose au Japon. La vie des autres va de son pas dans le paysage continu. La mienne suit sa ligne sur des feuilles interrompues. Et parmi les circonstances pour moi d'un seul coup qu'on déplace comme des panneaux de papier, mon âme furtivement passe entre des mondes décollés.
Je vous disais tout à l'heure que dans Connaissance de l'Est, on sentait un véritable drame, et que ce drame n'était pas simplement celui de la rencontre et de l'épreuve de la passion, mais un drame véritablement spirituel et qui jouait sur votre propre vocation, sur l'incertitude où vous vous êtes trouvé de savoir ce que vous deviez faire, car il y avait une sorte de conflit, et en quelque sorte un conflit irréductible entre le besoin que vous éprouviez de vous donner tout entier à Dieu, c'est-à-dire d'embrasser la vie sacerdotale, et votre vocation de poète, ce qui vous conduisit, je crois, à Ligugé. Et là, vous me l'avez dit un jour, vous avez en somme posé directement la question de savoir ce que vous deviez faire. C'est vrai. C'est exact. Et la réponse a été aussi nette que possible, c'est-à-dire négative. Vous vous êtes senti alors comme un homme refusé. C'est ça. C'est votre propre expression. Oui. Quant à la crise proprement affective, elle est tout entière dans le drame de Partage de Midi, qui est aussi dans les 5 grandes odes, dans la première de ces 5 grandes odes, dans les Muses, et à ce moment-là d'ailleurs, la crise elle-même était résolue. Conjointes dont nous avons parlé tout à l'heure se sont trouvées résolues à peu près vers la même époque, l'une par votre mariage, l'autre par une prise de conscience plus précise et plus claire du sens même de votre poésie. C'est-à-dire que, n'étant pas prêtre, vous êtes néanmoins en quelque sorte un prêtre dans l'art même d'écrire vos poèmes qui prennent tous un mouvement et un sens liturgique. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette interprétation? Oui, oui, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, nous voyons très bien se développer votre œuvre et prendre cet aspect proprement liturgique avec l'annonce faite à Marie, qui est la reprise d'une pièce très ancienne, La jeune fille Violaine. C'est ça. Cependant, jamais le sentiment de l'exil n'a disparu de votre âme. Cette solitude profonde, cette solitude irréductible, qui était une des données de votre nature, vous n'avez jamais perdu le sentiment de l'éprouver. Une fois de plus l'exil, l'âme toute seule une fois de plus qui remonte à son château, est le premier rayon du soleil sur la corne du Corcovado. Tant de pays derrière moi commencés sans que jamais aucune demeure s'y achève. Mon mariage est en deçà de la mer, une femme et ses enfants que j'ai eus en rêve. Tous ces yeux, où j'ai lu un instant qu'ils me connaissaient, tous ces gens comme s'ils étaient vivants que j'ai fréquentés, tout cela est pareil une fois de plus à ces choses qui n'ont jamais été. Ici, je n'ai plus comme compagnie que cette augmentation de la lumière, la montagne qui fait un fond noir éternel et ses palmiers dessinés comme sur du verre. Et quand la création, après le jour sans heure, se condense une fois de plus du néant, fidèle à l'immense quai, chaque soir je vais revisiter l'océan, la mer, et ce grand campement tout autour avec 1 million de feux qui s'allument, l'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir comme des nymphes couronnées de plumes, l'océan qui arrive par cette porte là-bas et qui tape contre la berge haute, sous le ciel chargé de pluie de toutes parts, ces chandelles de 50 pieds qui sautent. Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente, la même grande tache de soleil au milieu sans rien, et cette voix qui raconte et qui se lamente. Voici la contagion de la nuit qui gagne tout le ciel peu à peu, le jour après 6 jours qui fait 7, et pas un qui ne me rapproche de Dieu. Quand mes pieds connaîtront le repos, quand mon cœur aura fait alliance avec la nuit, qu'est-ce qui commence pour toujours
aussitôt que tout sera fini? Est-ce que je verrai quelque chose pour moi dans le ciel se dédoubler comme les feux qui marquent l'entrée d'un port? Ou cette étoile près de la croix du sud qu'on appelle Alpha du Centaure? Vous aurez beau m'avoir mis près de vous pour toujours, d'une manière qui est au-dessus du sens, je ne serai pas plus sûr de vous, mon Dieu, que je ne le suis à présent. En cette heure vide où je suis avec vous, d'autre chose que de sa durée, toutes choses dont on dit qu'elles passent, je suis votre témoin qu'elles ont passé. Sans doute, elles ne passent pas inutiles, elles épuisent jusqu'à la dernière strophe du poème, jusqu'à ces palmes dans le vent du soir, le spectacle de ce qui est autre chose que vous-même, ce chaos de feuilles et de fougères dans le soleil, ce séjour de ma 50e année, ce ne serait pas plus difficile rien qu'à l'œil en se fermant de l'abolir que ce ne fut de la patrie où je suis né. Ce serait ce visage, jadis aimé, qu'en essaie ce charmant sourire, que ce ne serait pas plus difficile aux yeux en se fermant d'en faire pour toujours un souvenir. Eh bien, beaucoup de ces choses se sont faites pour toujours un souvenir, pour vous. À partir de ce moment-là, votre œuvre va se développer sur des plans multiples. Ce seront les très grandes œuvres, comme Le soulier de satin que vous avez écrit et publié vers 1926, aussi en exil. C'est ce livre de Christophe Colomb, où nous trouvons, après la fameuse trilogie de l'otage, du pain dur et du père humilié, vos tout premiers thèmes, mais élargis à la mesure du monde et portés non plus par un petit nombre de personnages, mais par une foule presque innombrable de personnages. Et sur un autre plan plus intérieur, dont nous commençons à peine à prendre connaissance, cet immense travail d'exégèse qui, durant longtemps, fut votre secret. En somme, vous croyez avoir dit adieu à la poésie maintenant? Vous n'éprouvez plus besoin de vous exprimer pas du tout. Je poétiquement? considère ces œuvres d'exégèse comme le sommet, au contraire, de mon développement poétique, n'est-ce pas? Parce que la Bible est un poème, et les commentaires que je lui consacre sont d'autres poèmes, hein, peut-être les plus riches d'idées et de sentiments que j'ai jamais écrits. Quelques centaines de kilomètres à peine séparent Villeneuve de Brangue, dont vous avez fait maintenant votre résidence, mais pour atteindre Brangue, que de milliers de kilomètres, nul continent où vous n'ayez vécu, nul continent où vous n'ayez médité, nul lieu du monde presque où vous n'ayez écrit. Eh bien, vous vous retrouvez maintenant à Brangue. Est-ce que Tête d'Or a fini d'errer et Tête d'Or a-t-il enfin trouvé le lieu de sa résolution et de son repos? Brangue. C'est sans doute cette syllabe de bronze, monnayée 3 fois par l'Angélus, à laquelle mon oreille, à travers ce présent qui est déjà l'avenir, était préparée. Pour que, après cette longue enquête poursuivie à travers toute la terre, j'y associe le repos de mes dernières années. Ce fleuve, à quoi la rhétorique a bien raison d'assimiler la vie humaine, j'ai maintenant position sur sa berge. Et si je suis trop loin pour qu'il m'entraîne de ce courant plein de tourbillons, du moins, tandis que j'arpente d'un pas méditatif cette terrasse ombragée d'une rangée de tilleuls vénérables, on m'a donné un autre Rhône dans le ciel pour que j'en accompagne depuis l'entrée jusqu'à la sortie la mélodie intarissable. Je parle de cette exposition raisonnable, de cette puissante ondulation de collines prosodiques, se relevant et s'abaissant comme une phrase, comme un vers de Virgile, comme une période de Bossuet, que ponctue çà et là la tache blanche d'un mur de ferme, l'humble feu maintenu à travers bien des siècles d'un groupe de foyers.
Ce mouvement immobile, cette ligne en pèlerinage vers l'infini, comme elle parle à mes yeux, comme elle chante, que de souvenirs elle amène, et vers quelle promesse encore elle m'entraînerait, s'il n'y avait derrière moi ce gros château plein d'enfants et de petits-enfants qui me dit « C'est fini maintenant, voyageur, et vois la forte maison pour toujours, avec qui tu as choisi de te marier par devant le notaire. » Alors, salut étoile du soir, il y a pour t'indiquer pensivement dans le ciel, au fond du parc, dans le coin le plus reculé de mon jardin, un long peuplier mince comme un cierge, comme un acte de foi, comme un acte d'amour. C'est là, sous un vieux mur tapissé de mousse et de capillaires, que j'ai marqué ma place. C'est là, à peine séparé de la campagne et de ses travaux, que je reposerai à côté de ce petit enfant innocent que j'ai perdu, et sur la tombe de qui je viens souvent égrener mon chapelet. Quelque temps avant sa mort,